Le trouble dissociatif de l'identité. La prochaine diapositive montre un extrait du film Divisé qui présente un homme atteint du trouble dissociatif de l'identité. Vous m'avez envoyé des demandes de rendez-vous 2 jours de suite. Alors, dites-moi ce qui se passe. Je n'ai jamais vu de cas comme celui-là. Il y a 23 identités qui cohabitent dans le corps de Kevin. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? N'ayez pas peur. Il sait pourquoi vous êtes là. Il n'a pas le droit de vous toucher. Il le sait. Je m'appelle Hedwig. J'ai des chaussettes rouges. Quel âge as-tu? 9 ans. Le cerveau humain est ce qu'il y a de plus complexe dans tout l'univers. Voici un plan de la présentation. Débutons avec un peu d'histoire. Saviez-vous qu'en 1994, le trouble de personnalité multiple change de terminologie pour devenir trouble dissociatif de l'identité? L'existence du trouble dissociatif de l'identité n'a pas toujours fait l'unanimité au sein de la communauté scientifique. En effet, certains professionnels de la santé ne croyaient pas en l'existence de ce trouble. Par contre, les différentes recherches effectuées au fil du temps ont permis d'éduquer et de conscientiser les professionnels au sujet de ce trouble. De plus, c'est en 1980 que le trouble dissociatif de l'identité est officiellement reconnu par le DSM. Voici quelques statistiques. Les différents troubles dissociatifs touchent de 1 à 3 % de la population. Ce trouble surviendrait chez les gens qui voient apparaître au moins un autre état de personnalité. Par contre, les gens atteints de ce trouble peuvent avoir des dizaines, voire des centaines de personnalités différentes. Les femmes atteintes ont en moyenne 15 identités, alors que les hommes en ont en moyenne 8. De plus, le diagnostic serait de 3 à 9 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Il existe 5 types de troubles dissociatifs qui varient en intensité et en symptômes. Le premier, l'amnésie dissociative, est la plus commune et souvent présente à l'urgence en centre hospitalier. C'est l'incapacité de se rappeler d'informations personnelles importantes, par exemple son nom, son âge, son adresse. C'est souvent vu suite à un accident, une catastrophe naturelle ou en temps de guerre. La deuxième, la fugue dissociative, est une soudaine fugue de la maison ou du lieu de travail due à une nouvelle identité. Elle se distingue du trouble dissociatif de l'identité car en fait suite qu'à un seul stresseur et se produit soudainement sans être récurrente. Le trouble dissociatif de l'identité, lui, est le trouble le plus sévère et chronique des 5 types. Il est dû à de multiples et sévères traumas. Plusieurs personnalités distinctes vont venir contrôler un individu. Le trouble de la dépersonnalisation, quant à lui, est une dépersonnalisation récurrente et persistante qui amène de la détresse et du dysfonctionnement. La dépersonnalisation est le fait de sentir son corps comme irréel. Il y a une distanciation. Et finalement, le trouble dissociatif non spécifié, qui ne correspond pas exactement à un autre type de trouble dissociatif. La présentation qui suit se concentrera sur le trouble dissociatif de l'identité qui est le plus grave. On l'appelle aussi le TDI. Les principales causes du TDI sont les traumas multiples graves dès le début de l'enfance. En effet, la personne a souvent vécu de la négligence émotionnelle, des agressions physiques, sexuelles, émotionnelles, des troubles de l'attachement et une violation des limites. Le TDI serait dû à de mauvais mécanismes de défense suite à ces traumas, un peu comme dans le trouble du stress post-traumatique. Certaines études ont observé que de 72 à 98 % des gens ayant le trouble dissociatif ont vécu des histoires d'abus. En ce sens, le trouble dissociatif de l'identité servirait à atténuer les effets du drame vécu. C'est en quelque sorte comme si le cerveau mettait à sa disposition plusieurs personnalités différentes afin de l'aider à surmonter cette épreuve. Il y aurait aussi des facteurs génétiques, encore peu connus, et des causes neurologiques qui seront discutées un peu plus tard. Pour qu'il y ait un diagnostic, la personne va consulter tout d'abord son médecin de famille qui investiguera les différents symptômes présents. Elle devra entre autres s'assurer qu'ils ne sont pas causés par d'autres conditions médicales telles qu'une lésion cérébrale, la médication, un manque de repos ou l'utilisation d'une drogue. En fonction des signes et symptômes présents, le médecin pourra recommander à la personne d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre afin d'investiguer davantage et de mener une évaluation psychologique plus en profondeur. 5 symptômes sont nécessaires afin de pouvoir établir le diagnostic, soit l'amnésie, qui est la perte de temps ou le trou de mémoire, où la personne ne peut pas se rappeler des périodes de temps et même des parties de son enfance. La dissociation,
qui est le procès mental où un individu n'est pas en contact total avec sa pensée, ses émotions, son comportement ou sa mémoire. La déréalisation, qui est la sensation que le monde ne soit pas réel ou dans la brume. Et la dépersonnalisation, qui est la sensation de ne plus être en contact avec son corps, comme une expérience hors corps. Finalement, le changement des différentes identités, ce qui peut paraître comme un changement d'humeur, de comportement ou de personnalité. Les symptômes peuvent devenir moins visibles vers la cinquantaine, mais peuvent ressurgir lors de stress, de traumatisme ou d'abus d'une substance. Plusieurs phénomènes ont pu être observés grâce aux études qui ont été réalisées sur le trouble dissociatif de l'identité. Par exemple, il a été démontré que la conductance cutanée serait diminuée chez les personnes atteintes de TDI. Il y aurait donc probablement un mécanisme inhibiteur associé à un état d'alerte augmenté. Ce serait le reflet d'une diminution de l'activité du système nerveux autonome, soit le système involontaire. Dans une autre étude, la résonance magnétique a montré que chez les patients TDI, le volume de l'hippocampe est en moyenne 19,2% plus petit et celui de l'amygdale 31,6% plus petit que chez les sujets sains. Il pourrait y avoir un lien avec le fait que les personnes atteintes de TDI présentent très souvent de hauts taux d'exposition à des expériences traumatisantes répétées à un jeune âge. De plus, l'hippocampe est un organe cible pour les glucocorticoïdes qui sont relâchés lors d'expériences anxiogènes. Il serait donc possible qu'une exposition prolongée aux glucocorticoïdes provoque une atrophie progressive de l'hippocampe. Une autre étude a montré que lorsqu'une personne TDI performe des activités de la vie quotidienne et qu'en même temps, elle se concentre sur ses souvenirs du trauma, elle aura tendance à utiliser des opérations défensives. Ces dernières montrent sur le PET scan un flux sanguin cérébral augmenté dans plusieurs parties du cerveau, comme l'amygdale, le cortex insulaire, les aires somatosensorielles du cortex pariétal, les ganglions de la base et quelques autres. Les contrôles sains essayant de simuler un TDI sont incapables de reproduire le même patron d'activation que les personnes atteintes. Plusieurs traitements sont disponibles, mais le principal est certainement la psychothérapie individuelle. Celle-ci peut inclure l'hypnose et la méthode de désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, aussi appelée EMDR. Ensuite, il y a la médication qui peut s'avérer utile pour la réduction des symptômes. Tout d'abord, l'objectif global de la psychothérapie est l'intégration du fonctionnement psychique, qui vise à intégrer tous les aspects du fonctionnement mental, notamment en tentant d'augmenter la coopération et la communication entre les identités, aussi appelées altères. La thérapie consiste en 3 étapes, soit l'établissement de la sécurité, la stabilisation et la réduction des symptômes. Il s'agit donc de diminuer les comportements destructeurs et d'augmenter la stabilité dans la vie réelle. Il faut travailler en collaboration avec les altères. Ensuite, la confrontation, l'élaboration et l'intégration des mémoires traumatiques. C'est là qu'on utilise l'hypnose et la technique EMDR. La dernière étape est l'intégration des identités et la réadaptation. C'est ici que le client intègre ses altères, en commençant par ceux qui sont le plus similaires à lui. Cela peut sembler rapide, mais peut s'avérer être un très long processus, soit de plusieurs années. Quelques médicaments peuvent également aider au traitement. Par exemple, la paroxétine, qui est un inhibiteur sélectif de recaptage de la sérotonine, donc un antidépresseur, qui pourrait augmenter la neurogénèse dans l'hippocampe. Certains autres médicaments, comme les benzodiazépines, les anxiolytiques et le prazosin, pourraient réduire une partie des symptômes indésirables du TDI. Il existe donc plusieurs options disponibles pour les personnes atteintes du trouble dissociatif de l'identité. Il a été mentionné précédemment, les principaux symptômes du trouble dissociatif de l'identité ne sont pas négligeables et semblent très limitants dans le quotidien d'une personne atteinte de ce trouble. En fait, les personnalités multiples auxquelles la personne doit faire face amènent différentes difficultés au niveau de son environnement et de ses occupations. En effet, la majorité des victimes de ce trouble possèdent un environnement social très limité, étant donné leur comportement et leur humeur fluctuants, qui varient en fonction des différentes identités qui les habitent. Leur habileté sociale semble diminuer puisque les personnes démontrent un niveau de cognition équivalent aux âges de leur identité. Par exemple, une personne qui détient 7 personnalités, dont une âgée de 5 ans et une autre âgée de 20 ans, aura des réflexions, des habiletés et des sujets de conversation représentatifs de la cognition de l'identité avec laquelle il interagit à ce moment-là. Ainsi, en passant d'une identité à l'autre constamment, les individus ont de la difficulté à démontrer de bonnes habiletés sociales. D'autre part, cette adaptation se produit aussi au niveau des habiletés motrices de la personne.
En effet, la motricité globale ainsi que la motricité fine de la personne varient en fonction des identités, ce qui veut dire qu'elle peut écrire de façon mature avec l'une de ses identités et comme un débutant avec une autre identité. Par ailleurs, selon différents témoignages, la mutilation est chose fréquente dans le quotidien des gens souffrant de troubles dissociatifs de l'identité. De plus, on remarque que les personnes atteintes avouent souvent ne ressentir aucune émotion véritable, c'est-à-dire qu'ils leur appartiennent réellement. On remarque aussi que l'utilisation de journal de bord est fréquemment utilisée en raison des trous de mémoire que les personnes ont. Ces problèmes de mémoire sont dus au fait que les différentes identités de la personne ne font pas de lien entre elles. Finalement, les hallucinations auxquelles les personnes doivent faire face peuvent occasionner des troubles de l'attention ainsi que de la grande fatigue. Ces pensées déstabilisantes peuvent les amener à adopter des comportements téméraires et à pratiquer des activités dangereuses telles que la consommation de drogue. De ces faits, on comprend que les symptômes positifs tels que les idées délirantes, les hallucinations, les discours désorganisés et les comportements catatoniques sont handicapants dans l'ensemble des sphères de la vie d'une personne, ce qui contribue aux grandes difficultés qu'ils ont à se trouver un emploi, des partenaires de vie, des amis et à jouer leur rôle quotidien tel que le rôle de parent ou de travailleur. Pour conclure, le trouble dissociatif de l'identité demeure un problème méconnu dans notre société. Il est possible de l'observer à partir de l'extrait retrouvé dans l'introduction de cette présentation qui démontre parfaitement que l'image préconçue que nous avons de cette maladie est caricaturée et qu'en fait, les sujets atteints ne sont pas nécessairement dangereux et ne sont pas à la recherche d'attention. Ainsi, il est important de considérer l'ampleur de cette maladie et de l'impact que celle-ci a sur la vie quotidienne des personnes et de conserver l'esprit qu'il y a des solutions disponibles pour s'en sortir.